Je pense qu'on peut souligner le fait qu'on aura eu un 3e épisode tourné le même mois que le 2e. J'ai vu un commentaire qui disait à toutes les filles, on se revoit en décembre pour le 3e podcast. Très marrant. Très marrant, mais j'ai pris la décision que non. Je pense que je suis dans une bonne lancée. Pour celles qui me regardent sur YouTube, vous allez voir que j'ai même un petit carnet où j'ai pris des petites notes et j'ai même un casque. Du coup, mon setup, il est un peu chelou parce qu'il y a ce gros câble qui sort de mon micro, mais comme ça, je m'entends. Parce que je sais que vous m'avez dit que je fais beaucoup de bruit de bouche. Je sais que ça en dérange certaines. Je suis désolée. Je parle toute seule pendant 45 minutes, donc oui, je vais saliver. J'ai mon petit Red Bull pour m'hydrater. Je vais en boire une petite gorgée d'ailleurs. Voilà. Oui, j'ai fait ça dans le micro. Alors, pour l'épisode 3, vous avez dû le voir dans le titre. On va parler d'un sujet qui mérite un bon trigger warning avant de commencer cet épisode. On va parler de choses très explicites. Donc, trigger warning sur tous les types de violences. On va parler aussi d'agression sexuelle. On va parler de tout ce qui touche à cet univers-là. Je vais évidemment en parler avec le plus de délicatesse possible et le but c'est que les personnes qui ont été victimes de ça puissent aussi regarder cet épisode sans se sentir overwhelmed, et c'est vraiment une safe space. C'est vrai que je fais beaucoup de bruit de bouche en fait, excusez-moi, je vais essayer de faire de mon mieux. C'est une safe space ici, le but c'est d'en parler et d'essayer de vous donner, en tout cas de mon côté, les clés que j'ai trouvées au fil du temps pour comme le dit le titre, avoir une vie après ça. Parce qu'il y a quand même cet aspect de... Et ça va être la première partie de ce podcast, c'est que ça change à tout jamais, en fait. Une expérience comme ça peut changer votre perception de la vie à tout jamais et votre façon de vivre les expériences à tout jamais également. Je fais des bruits de grenouille avec ma gorge. Je ne sais pas si vous étiez au courant, petit aparté, pardon, rien à voir. Je devais me faire opérer pour le RCPD, qui est le syndrome qui fait qu'on ne sait pas rôter et qui fait qu'on a des gargouillis dans la gorge qui ressemblent à des bruits de grenouille et le ventre gonflé en permanence. Or, je suis arrivée au bloc, j'ai attendu 3 heures, c'était trop long, en pleine canicule, dans ces hôpitaux qui ne sont pas climatisés. Et j'ai fait une crise de panique et j'ai secoué ma mère en disant « il faut qu'on parte » et on est parti. Je ne me suis pas fait opérer. Et la docteure, il me semble, n'a pas de place avant septembre. Or, il y a un risque que je n'ai plus de voix pendant on ne sait pas combien de temps après l'opération, donc le faire en septembre alors que je vais sûrement avoir besoin de ma voix, c'est pas la bonne... Enfin bref, tout ça pour dire que je ne roterai jamais. C'est pas grave. Donc, voilà, la petite aparté est faite, le trigger warning est fait, on va pouvoir attaquer. J'ai séparé cet épisode en 3 parties, je vous le dis dès maintenant, comme ça peut-être que vous pourrez avancer la vidéo si la première partie ne vous intéresse pas. Mais donc en premier, on va parler de comment une expérience peut changer ta perspective à tout jamais. Ensuite, moi, je vais parler du manque affectif paternel qui m'a fait me diriger vers des relations où j'étais sous emprise. Et ensuite, on verra en dernière partie comment reconnaître le cycle, les conséquences, donc par exemple l'hypersexualisation, et guérir sa culpabilité dans un monde misogyne. Voilà. Et je pense que ça nous amènera sur le prochain épisode où j'irai plus en détail dans l'hypersexualisation, parce que c'est les 2 thèmes qui sont le plus revenus, je crois, c'est les violences sexuelles et l'hypersexualisation. Et il faut prendre en compte le fait que, vous savez, quand je vous avais dit que j'avais tourné 2 épisodes, enfin, le même épisode 2 fois, et que mon Mac avait sauté, et que du coup cet épisode n'était jamais sorti, et que c'est aussi pour ça que j'avais pris autant de temps à refaire un épisode, et c'était à ce sujet-là. Donc, je l'avais pris un peu comme un signe, j'étais en mode, ok, maybe je suis pas encore prête à en parler, pourtant c'était quand même... L'épisode était très bien, mais du coup j'ai jamais eu accès à cette vidéo. Et donc là, c'est ma 3e tentative de parler de ça, en espérant que mon téléphone soit de mon côté aujourd'hui. Et peut-être que je pourrai enfin poster cet épisode tant attendu. Comment une expérience peut changer ta perspective à tout jamais ? Donc moi, dans cet épisode, déjà, vous savez, c'est un chat entre copines. Et c'est ce que beaucoup des retours me disent, c'est que c'est vraiment comme parler entre filles à une soirée pyjama dans notre chambre. Et c'est ça que j'adore avec ce podcast, c'est que je l'ai commencé de façon assez simple et basique. Et j'avais pas l'idée que ça fonctionne forcément. J'avais juste... c'est mon petit moment thérapie à moi. Et c'est surtout mon petit moment introspection, parce que le fait de parler de ça après autant de temps
Et c'est pas comme avec une psy, parce que là, je suis vraiment toute seule à parler. C'est vraiment genre mon expérience à moi. Donc là, je vais beaucoup me baser sur mon expérience à moi, mais prenez bien en compte que chaque expérience est différente. Vous vivez toutes différemment. Je vais essayer d'élargir au maximum, et parce que je sais que moi, ma réaction à telle agression ne va pas forcément être la même qu'une autre personne. Mais justement, on va essayer de voir tout ça en revue pour voir toutes les différentes réactions qui peuvent suivre à des événements pareils, les conséquences, les traumas que tu vas traîner toute ta vie après à cause de ça. Mais surtout essayer de normaliser tout, parce qu'en fait, il n'y a aucune mauvaise réaction. Malheureusement, déjà, c'est pas votre faute. Donc évidemment, il n'y a aucune mauvaise réaction et chacun deal avec ça à sa manière. Mais je vais essayer de vous donner quand même quelques clés. Donc moi, par exemple, j'ai vécu une première agression sexuelle dont j'ai quasiment aucun souvenir parce que j'étais sous l'emprise de substances, pas de mon choix. Et j'avais 15 ans. Et il faut savoir que j'ai grandi assez isolée, dans le sens où j'avais pas énormément d'amis, que ce soit au collège ou au lycée. J'ai été beaucoup harcelée pendant ma scolarité. Donc je me sentais vachement à l'écart, ce qui a aussi fait que, en plus d'avoir une puberté tardive, c'est que j'étais pas du tout connectée comme d'autres gens au lycée sur déjà les gens qui faisaient leur première fois à 14 ans, 15 ans, tout ça. Moi, j'étais très éloignée du sexe. Je savais pas du tout ce que c'était. Et j'en parlais pas du tout avec mes parents. Et ma mère avait un peu mis un mur par rapport à la sexualité, m'avait fait comprendre qu'il fallait pas vraiment en parler. Pas dans le... Enfin, elle l'a un peu regretté plus tard parce que je pense que du coup, il y a eu des conversations qui ont été loupées et qui auraient peut-être pu me donner plus d'outils pour rentrer dans la vie adulte. Mais c'est vrai que genre les discussions sur le consentement, on les a pas eues. Les discussions sur se protéger, on les a pas eues. Et je remets pas le blame sur ma maman parce que, encore une fois, on fait tout comme on peut avec ce qu'on a. Et ma mère était un petit peu seule à m'élever. Mon papa était vraiment quasiment jamais là. Donc du coup, tout était sur ses épaules. Et du coup, malheureusement, c'est pas un rôle qu'elle a eu, en tout cas, sur ces conversations-là. Et vu que personne l'avait, et vu qu'avec mes copines, on n'en parlait pas forcément non plus, j'avais aucune clé sur la sexualité. Et j'étais pas attirée par ça de toute façon. C'est parce qu'on en viendra à l'hypersexualisation, parce que du coup il y a eu un revers de boomerang qui a inversé toute la tendance chez moi. Mais en tout cas, j'étais une jeune ado qui n'était pas du tout intéressée par le sexe et qui ne sexualisait pas du tout ses relations humaines en tout cas. Et donc il y a eu cet épisode à 15 ans dont j'aime pas forcément parler dans les détails, mais pour faire un topo assez vague, mes amis m'ont retrouvée derrière un buisson et j'avais plus mon pantalon. J'ai jamais su exactement ce qui s'est passé. Mais il y a eu une agression. Et en fait, à partir de là, sans m'en rendre compte, ma vision complète de la sexualité avait changé. J'étais plus la même personne, mais je savais pas trop pourquoi. J'avais, je pense, un petit peu l'impression qu'on m'avait volé quelque chose. Et en fait, cet événement, il s'est pas arrêté là. C'est qu'en revenant au lycée le lundi matin, je me suis fait slut shame parce que la personne qui m'avait agressée ce soir-là était en couple. Et cette personne-là, déjà, le fait de ne pas assumer l'agression, c'est une chose, mais le fait en plus de me mettre en porte-à-faux et de raconter à tout le monde, avant même que j'arrive au lycée, que c'est moi qui ai fait la chaudasse, et je reprends ces mots, je me suis fait slut shame pour aller vers un mec en couple. Alors qu'en vérité, je ne connaissais pas cette personne. Et j'avais aucun souvenir de cette soirée. C'est mes amis qui m'avaient ramenée chez moi dans mon lit dans un état à moitié inconscient. Et à l'époque, on ne parlait pas vraiment des agressions sexuelles, donc c'est même pas un mot qui est venu. Et ça, c'est aussi un truc qui est très important à prendre en compte quand on parle à des victimes, c'est que beaucoup de victimes d'agressions sexuelles ne se rendent pas compte qu'ils ont vécu une agression sexuelle avant très longtemps. Et on va y venir plus tard, mais par exemple, moi, j'ai été dans une relation abusive pendant 2 ans, qui a suivi en fait cette agression.
Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'une expérience peut changer ta perspective à tout jamais. C'est que ma première agression sexuelle, c'était ma première expérience sexuelle. Donc, et en plus, le fait de n'avoir jamais eu la discussion avec ma maman sur le consentement et tout le discours sur le sexe, bah, moi, je me base là-dessus, en fait. Je comprends que le sexe, c'est pas agréable, que j'ai pas forcément besoin de dire oui pour qu'on me l'impose. Et en fait, voilà, ça y est, j'ai ma définition du sexe, c'est ça. Alors, ça aurait pu changer, parce que ma première fois, je l'ai fait que 2 ans après ça. Et donc, pendant cette période de 2 ans, j'étais asexuée. Littéralement, je n'étais pas du tout intéressée dans ces pratiques. Mais il y a quand même eu vite ce truc de slut shame qui a changé quelque chose en moi et qui m'a rendue un peu plus... J'ai compris que j'allais pas pouvoir me débarrasser de cette image de chaudasse qu'on m'avait imposée contre mon gré et que je trouvais ne pas mériter. Et donc, je suis rentrée dans ce truc de « vous pensez ça de moi ? Ok, très bien ». Et je suis rentrée plus dans la provocation, que ce soit... Ça s'est exprimé par ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon d'interagir avec les gens, mon humour qui devenait très porté sur moi, très autodérision. Et ça, tout ça, c'est des mécanismes de défense que vous allez développer inconsciemment. Et c'est pour ça que je redis que ce genre d'événement, d'agression sexuelle ou violence ou peu importe ce que vous avez vécu, ça va changer votre perspective sans même que vous vous en rendiez compte, parce qu'en fait, votre cerveau se met en mode pilote automatique, autodéfense, quoi. Et il faut absolument, pour vous protéger face à tout ce que les gens vont dire sur vous, et en plus on sait que les adolescents sont en général pas très doux, vous allez développer vos traits de personnalité comme ça. À un moment où on est littéralement en train de se créer en tant qu'être humain, se trouver... savoir où est-ce qu'on veut aller dans la vie, savoir ce qu'on veut devenir, savoir qui on est au fond de nous. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, ok, je me suis construit là-dessus. C'est là que ma personnalité s'est créée. Même si elle était créée de mille et une autres choses, de ce que ma mère m'a appris, de ce que j'aime dans la vie, la musique, blablabla, mais une grosse partie de ma personnalité sociale, en tout cas, s'est développée là-dessus. Et je m'en suis pas rendu compte, et je me suis surtout pas rendu compte que toutes les décisions que j'ai fait plus tard dans mes relations, en fait, si j'arrivais à retracer le chemin, ça revenait toujours à ce moment-là. Il faut savoir que cette personne qui m'a agressée s'est excusée 2 ans après. Et il y a un truc très spécial avec des excuses. C'est souvent ce dont on a besoin. Moi, en fait, vu que j'avais été slut-shame à mort, vu que j'avais été tenue responsable de mon agression sexuelle, ce qui est terrible à dire, parce qu'on disait pas que c'était une agression sexuelle, et en fait, le seul truc dont tu as besoin, en vérité, en tant que victime, c'est que ton agresseur reconnaisse ce qu'il a fait. C'est ton rêve le plus fou, la nuit. T'es en mode, pourquoi est-ce qu'il a pas été capable de dire que c'est lui qui l'avait fait ? Mais c'est normal, c'est normal, non. Mais il avait tellement honte que son storytelling était plus facile pour lui en disant que c'était moi qui l'avais chauffé. Mais 2 ans plus tard, et à ce moment-là, je suis sur les réseaux depuis quelques mois, donc j'allais avoir 17 ans, je devais avoir 16 ans, donc ça devait être 1 an et demi, 2 ans plus tard. Et je reçois un message de cette personne, et on est pendant le Covid, et donc moi c'était un bonheur le Covid, le fait de pouvoir faire les courses sans voir les gens au lycée, c'était un vrai bonheur, parce que j'étais en train de développer une vraie phobie scolaire avec tout ce qui s'était passé. Et il m'envoie un message sur Instagram et je me rappelle, je suis sûre que j'ai encore le screen. C'était très simple. Désolée d'avoir abusé de toi ce soir-là. J'espère que tout va bien. Et en fait, ce que je déteste dans ce message, que pourtant j'avais attendu si longtemps, c'est que déjà, de 1, aujourd'hui, il n'avait plus aucun impact, dans le sens où c'est trop tard, le mal est fait. Je me suis fait slut-shame pendant je sais pas combien de temps. Tu m'as collé une étiquette à la peau que j'arrive plus à m'enlever. Donc j'ai l'impression que tu t'excuses plus parce que déjà tu vois que je suis en train de devenir entre guillemets une personnalité publique, et encore à l'époque c'était rien du tout. Et que peut-être que tu as peur pour toi ou de ce que je pourrais dire et que tu as besoin de soulager ta conscience.
mais je vois pas les remords en fait. Je voyais pas les remords. Et ça m'a fait du bien sur l'instant de le recevoir, mais juste parce qu'il y a eu un moment de... Je suis pas folle, c'était pas normal ce qui s'est passé. C'est la première fois du coup que tu... Quand tu réalises pour la première fois ce que t'as vécu et que c'était pas juste dans ta tête et que c'était en effet pas de ta faute, il y a quand même un truc qui chimiquement se passe dans ton cerveau et bizarrement ça m'a fait du bien et puis après j'étais en mode mais en fait pourquoi il revient maintenant? Pourquoi est-ce que il était pas capable de faire ça à l'époque? Je crois que j'ai pas répondu. Mais cet épisode-là, en tout cas de quand j'avais 15 ans, j'en ai pas parlé pendant très longtemps. J'en ai parlé à personne, j'en ai pas parlé à ma mère, j'en ai pas parlé à mon père, j'en ai parlé vraiment à personne. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai vu des psys et où on est remonté sur des premiers épisodes d'agression, etc. C'était important de revenir là-dessus, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, en fait, j'avais du mal à mettre ces mots-là sur ces épisodes-là, que ce soit viol, agression. Et je trouve que c'est important d'apprendre à dire le mot viol, par exemple. C'est tout bête, hein, mais parce qu'aujourd'hui, on le... Alors, c'est surtout par rapport aux algorithmes, les réseaux, etc. Malheureusement, on se fait strike quand on en parle, mais je trouve que, en tout cas, là, j'espère que YouTube sera clément avec moi, mais je trouve que c'est important de dire ces mots à voix haute, parfois. Et d'arrêter d'avoir honte de dire le mot et de faire changer la honte de camp. C'est très important. J'ai l'impression que je parle plus lentement que d'habitude, mais parce que j'essaie de trouver vraiment les mots les plus... De toute façon, vous savez, c'est très difficile de parler de ces sujets-là, mais je pense qu'aujourd'hui, j'en ai tellement parlé, que ce soit avec des psys ou même sur les réseaux, j'ai déjà dû en parler, que j'essaie de bien filtrer toutes les informations qui sortent de ma tête en même temps. Et en fait, suite à ça, donc j'ai 17 ans, je commence les réseaux, et il y a une personne avec qui je suis restée pendant 2 ans après. Donc c'était mon premier vrai copain, quoi, entre guillemets. Et en fait, c'était 2 ans on and off. Hein. On rompait toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les 3 mois, peu importe. Et c'était ma première relation exposée sur les réseaux. Et c'était très dur parce que déjà, tu vis une expérience d'adolescente à 17 ans, c'est-à-dire tomber amoureuse d'un garçon et faire des erreurs et tomber sur le mec pas gentil qui te trompe et qui est pas un super copain. Et avec toute la terre qui te juge parce que tu viens d'exploser sur TikTok et va savoir pourquoi le fait de montrer ta relation fait que tout le monde donne son avis. Et évidemment, c'est la rançon un petit peu d'être exposé sur les réseaux, c'est que malheureusement, tu t'exposes aux avis des autres. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ça me tuait de recevoir des commentaires sur ma vie privée. Et c'était un vrai combat interne en permanence pour ne pas insulter les gens qui donnaient leur avis. Quand je retournais avec mon mec qui m'a, oui, trompé sur la place publique avec 45 meufs en boîte de nuit. Oui, et alors? Et c'était dur parce que du coup, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de faire d'erreur. Mais le plus dur dans tout ça, et c'est ce que les gens ne savaient pas, et c'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais juger la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas sur Internet, alors qu'en général, il y a 15% qui sont visibles et le reste, vous n'en avez aucune idée, c'est hyper dur parce qu'en fait, moi, le plus dur qui me trompait, etc., c'était quelque chose, mais cette personne-là, notre première rencontre, le premier soir où on s'est rencontrés, c'est les images les plus vivides que j'ai aujourd'hui d'une agression sexuelle. Je me suis réveillée avec la personne à l'intérieur de moi, alors qu'on dormait dans des chambres séparées. On dormait pas dans la même chambre, et je me réveille avec quelqu'un à l'intérieur de moi, qui me cognait la tête contre la tête de lit, et qui après est parti aux toilettes pour finir dans les toilettes, la porte ouverte, et partir se recoucher. Et c'est bizarre parce que sur le moment, pendant que je suis en train de vivre ça, déjà je me réveille et j'ai du mal à réaliser ce qui est en train de m'arriver. Ça fait mal parce que j'avais eu un seul rapport sexuel de toute ma vie à ce moment-là avec une autre personne. Et je me retrouve super vide. J'avais pas peur particulièrement. J'étais pas en colère. J'étais pas triste. J'arrivais pas du tout à savoir comment je me sentais.
J'étais juste vide. Et, et quand il s'est rendormi, j'étais toujours aussi vide. Et je crois que je me suis endormie. Et avec du recul, si j'ai réagi comme ça aussi, c'est parce que c'est ça. La première définition qu'on m'a donnée du sexe, c'était celle-là, en fait. Donc j'avais pas le choc. J'étais pas choquée de ce qui m'arrivait. Et je l'ai normalisé petit à petit. Et il y a plein de choses qui se passent dans ta tête dans les jours qui suivent. Et il y avait plein de choses en mode, j'ai dû le chercher. Ma tenue à cette soirée, elle devait vouloir dire baise-moi pendant que je dors. C'est terrible. C'est pas vrai du tout. Il n'y a aucune tenue. Vous pouvez être nu, que même ça, ce n'est pas une tenue, une invitation à un rapport sexuel. Donc, mais mon cerveau, il fonctionnait à l'envers à ce moment-là. Et l'hypersexualisation, elle était de plus en plus intense chez moi à ce moment-là. Dans ma façon de m'habiller, mais pas dans ma façon de vivre ma sexualité par contre. Parce que je restais très prude en fait. Et donc, c'est la première soirée, que j'ai passée avec la personne avec qui j'ai passé 2 ans après. Et je trouve ça dingue. Avec du recul, genre je me disais, mais c'est... Quand on vous dit que les red flags, au premier date, il faut les prendre en compte, mais là, c'était pas un red flag, c'est que là, j'avais un drapeau noir, là. J'avais une sirène d'alarme tout autour de moi qui me disait, genre, ne revois plus jamais cette personne de ta vie. Et ça a pas loupé, parce que, du coup, ça a été 2 ans de violence psychologique, de violence verbale et de violence sexuelle. Et avec un alcoolisme très, très intense de son côté, qui m'a fait découvrir ce que c'était que le gaslighting et la manipulation. Et donc, est-ce que j'étais amoureuse ? Ça, c'est une autre question. C'est pas vraiment le sujet, je pense. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai l'impression quand même d'être amoureuse et je vois pas d'issue de secours à cette relation, qui en plus de ça était exposée à mort sur les réseaux. Encore une fois, je préfère juste faire une précision. C'est hyper dur de parler de ce genre de sujet. Et si j'ai décidé de ne jamais citer de nom tout le long, que j'ai décidé de jamais exposer quelqu'un sur les réseaux, c'est pour des raisons personnelles. Et donc, j'aimerais bien Je sais que vous aimez faire les chippies, les fouines et toujours aller voir de qui je parle, etc. Ça me toucherait particulièrement qu'on ne cite pas de nom si je le fais pas. Le but, je suis pas du tout là pour exposer quelqu'un, etc. Je n'ai jamais porté plainte. C'est un autre sujet, encore une fois. Mais c'est important de respecter ce choix-là que je fais, si c'est possible. C'était une petite aparté que je voulais faire depuis un petit moment, mais parce que je sais que je parle de mes expériences personnelles, mais mes expériences personnelles ont été très, 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 très exposées sur les réseaux sociaux. Le but n'est pas de call out quelqu'un, le but c'est vraiment juste de parler de mon expérience sans faire de name drop parce que c'est pas du tout nécessaire. Qu'est-ce que je disais ? Je parlais de manipulation, tout ça, parce que je me suis retrouvée dans des situations où il me faisait subir des choses souvent alcoolisées. C'était souvent plus quand il était alcoolisé, mais c'était très souvent qu'il était alcoolisé. Dont il ne se rappelait soi-disant pas du tout le lendemain matin. Il se rappelait jamais de rien, comme par hasard. Jusqu'à des fois, on se disputait tellement fort et je refusais d'avoir des rapports avec lui, par exemple, ou je refusais je voulais juste dormir. Et une fois la contrepartie, sachant qu'on était dans un hôtel, la contrepartie, c'était que je prenne mes billets de train sous ses yeux pour me casser le lendemain parce que je voulais pas avoir de rapport avec lui ce soir-là. Il était mort bourré, il venait de vomir partout dans la salle de bain que j'ai nettoyée. Et du coup, j'ai pris ce billet de train, il a fini par dormir et le lendemain, quand je fais mes affaires pour aller prendre mon train, il faisait l'étonné, genre « mais qu'est-ce que tu fais ? Je comprends pas, non, je t'ai jamais dit de prendre ton train. » Enfin, et tu rentres dans ce truc de manipulation où leur objectif à eux, c'est de te faire passer pour la folle, te faire passer pour
pour celle qui invente des choses, et lui, il va jamais te donner raison. Donc du coup, si t'en parles à quelqu'un, ce sera toujours ta parole contre celle de quelqu'un d'autre. Et... et ça a été ça pendant 2 ans. Et ça a été très dur de me sortir de là. Et ça en a surtout... je suis sortie de là avec une définition des relations et du sexe. Je dirais... Je suis désolée pour les petits bruits de grenouilles. C'est mon syndrome. Je ne peux rien y faire. Je suis sortie de là avec absolument aucune définition normale, en fait. Je savais même pas ce que j'aimais sexuellement. Je savais même pas ce que c'était vraiment de faire l'amour. Je pensais que je l'avais fait alors que je l'avais pas fait du tout. Et puis il y a du coup ce deuxième sujet dont je voulais parler qui est pourquoi est-ce que beaucoup de victimes se retrouvent dans des relations sous emprise. Et donc moi, le but de cet épisode, c'est surtout de faire des liens entre les premières expériences et ce qu'elles ont impacté dans ma vie aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez... Je suis désolée si je parle lentement. C'est comme ça que vous allez pouvoir repérer le cycle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le casser. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est très dur à faire, parce que parfois, on n'arrive pas à remonter à la source. Et c'est pour ça qu'il y a des psys qui peuvent aider. Il y a des psys super, je vous assure, même si la première séance se passe pas bien, prenez une autre psy, lâchez pas l'affaire, c'est trop important de se faire suivre. Évidemment, ça coûte aussi très cher, donc c'est pas accessible à tout le monde. Moi, en ce moment, je ne vois quasi plus la mienne, enfin, je la vois que très rarement parce que ça coûte trop cher. Mais c'est important de... Même 3 mois de thérapie, investir dans 3 mois de thérapie, même s'il n'y a pas de suivi après, c'est déjà bien, je trouve. Et moi, j'ai remarqué que j'allais avoir tendance à aller vers des hommes qui avaient de l'emprise sur moi parce que je recherchais une figure paternelle. C'est vraiment la classique des daddy issues. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a empiré avec le temps. J'ai l'impression que j'allais vers des mecs de plus en plus âgés. Donc du coup, des hommes qui étaient à l'âge de devenir papa, donc des hommes qui pouvaient avoir cette figure paternelle en eux, mais qui ne l'avaient pas du tout, hein, soyons bien d'accord. Qui feraient de très mauvais pères d'ailleurs. Mais en fait, c'est bizarre parce que mon papa, c'est un homme très gentil. Et avec mon papa, ça a été compliqué parce qu'on ne s'est pas parlé pendant longtemps. Et pendant mon enfance et adolescence, il n'était pas présent du tout. Aujourd'hui, on se reparle. Donc aujourd'hui, je suis quand même dans une énergie de casser le cycle, réparer. Et j'ai la chance, dans mon malheur, d'avoir un papa qui est un homme très gentil, avec plein de bonnes intentions, qui est très maladroit et qui déteste les embrouilles, qui déteste les conversations sérieuses, qui passe un peu tout sous le couvert de l'humour, mais ça a fait que du coup, il y a eu beaucoup de moments où on se rabibochait, mais ça allait pas assez deep pour qu'on puisse guérir nos blessures. Donc à chaque fois, on finissait par ne plus se parler. Là, on est parti sur une bonne lancée depuis quelques semaines à peine, donc c'est tout nouveau. Mais c'est pour ça que c'était bien d'en parler là dans ce podcast, c'est parce que je sais pas encore si c'est ça la solution pour guérir toutes les daddy issues que j'ai eues, parce qu'en fait, le manque d'un père pendant plus de 20 ans, est-ce que le fait de le retrouver et de lui reparler pendant quelques mois, ça va déjà guérir? Oui, ça va guérir quelque chose en moi, c'est sûr. Mais est-ce que ça va guérir ces mauvaises habitudes que j'ai prises pendant des années? Est-ce que ça va changer ma définition de l'amour? Est-ce que ça va... Je suis pas encore au stade où je sais, en fait. Voilà. Et ça, je crois que je viens de le découvrir avec vous là maintenant. Parce que je le fais aussi parce que mon papa me manque, évidemment, et parce que je l'aime malgré tout, et que je nous souhaite que d'avoir une relation plus saine, même si on n'aura jamais un lien papa-fille normal. Quand t'as raté plus de 20 ans de la vie de ta fille, tu peux pas récupérer un rôle de papa qui donne des conseils du jour au lendemain. Enfin, évidemment, c'est un chemin qui va être long et sûrement un petit peu compliqué et qu'on devra ajuster. Mais
Mais du coup, je crois que je viens de réaliser que je le fais pour les bonnes raisons, ça c'est sûr et certain, mais que je le fais aussi avec un espoir que ça guérisse des mauvaises habitudes que j'ai prises. Parce que je crois que c'est vraiment des habitudes, en fait. D'aller vers le partenaire toxique qui a une emprise sur toi, qui a une figure supérieure à toi, entre guillemets. Et du coup, ouais, c'est un peu ma question. Ce sera peut-être l'épisode 6 ou 10 du podcast où on aura la réponse. Mais en tout cas, voilà les choses que j'essaye de faire. Évidemment, il y a plein de situations. Malheureusement, on ne peut pas reprendre contact avec son papa si on a des daddy issues. Parfois, c'est des mommy issues. Donc évidemment, il y a mille et une situations. Mais je pense qu'après autant de temps, malgré tous les efforts qu'on peut faire, qu'on reparle à son père ou qu'on reparle pas à son père, je pense que le fond du travail, il est à faire sur soi-même. Et le cycle, on peut le casser. Là, il y a pas si longtemps, je reparlais toujours pas à mon père. Et en vrai, dans ma tête, j'étais déjà dans un mood de il faut que je casse ces cycles-là, il faut que je répare ce qui est cassé, même si c'est pas moi qui l'ai cassé. Pour mon bien à moi et pour mon avenir et l'avenir de mes enfants, pour le papa que je vais choisir pour eux, c'est important que je casse le cycle. Même si c'est pas moi qui ai fait les blessures. Et c'est ça l'injustice un peu de la vie parfois, c'est que vous allez devoir réparer des choses que vous n'avez pas forcément cassées. Et c'est pour ça que c'est tellement important de s'entourer de gens qui réparent aussi ce que eux n'ont pas cassé. Et ça peut tant être un partenaire qu'un ami. Mais je trouve que c'est super important. Et on aura un épisode sur les amitiés, évidemment, où j'aimerais beaucoup avoir Tess Kirby en invité spécial. Mais donc voilà. Voilà ce qui a poussé, en tout cas, depuis le début de ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand ils écoutent le premier ou le deuxième épisode. Mais comment tu peux dépenser 40 000 euros pour un mec? Mais comment tu peux rester avec un mec qui te traite comme ça? Mais comment... Moi, j'ai jamais eu ce jugement envers une femme parce que depuis toute jeune, en fait, j'ai tout fait. Je suis restée malgré la violence, je suis restée malgré les viols, je suis restée malgré le manque de respect, malgré le vol d'argent, je suis restée malgré tout, malgré la tromperie. Donc je sais ce que c'est de rester en priant pour avoir une porte de sortie. Et de l'avoir sous les yeux, mais de ne pas réussir à pousser la porte. Je sais exactement ce que ça fait, et si quelqu'un m'écoute actuellement et se sent bloqué dans une situation qui est terrible, et on en parlera aussi de comment rompre avec un pervers narcissique, comment développer des outils de défense face à ces horribles personnages et ces monstres, parce que c'est des monstres. J'aimerais bien faire un épisode là-dessus aussi. Je sais que ça vous excite un petit peu quand je vous dis j'aimerais bien faire un épisode sur ci ou ça. Mais je peux que vous comprendre et il n'y a pas de honte. Et laisser personne vous dire et pourquoi tu pars pas, t'es une bouffonne. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens-là. Trouvez-vous des amis comme Amal, comme Tess qui vont vous dire je pense que tu mérites mieux. Si là, tout de suite, t'as pas d'autre option que de rester par rapport à ton état mental ou ton cœur, eh ben on est là. On reste. On te ramasse dans 2 mois s'il faut te ramasser dans 2 mois. On te ramasse dans 1 an si c'est dans 1 an. Entourez-vous de gens qui restent là. Parce que le problème, c'est que les gens qui vont vous faire culpabiliser, alors qu'en général, ils connaissent pas toute l'histoire. Même vos meilleures amies, des fois, elles n'ont pas toute l'histoire. On ment à nos meilleures amies quand on est dans une relation avec un gros bolos. On ment tout le temps. Mais non, je l'ai pas revu. Bien sûr que si. Je le revois tous les soirs. Mais c'est important que vous soyez avec des gens qui vont vous faire comprendre qu'il n'y a pas de culpabilité et qui vont rester même si vous faites pas les meilleures décisions pour vous-même. Parce que c'est des décisions dans tous les cas qui sont pour vous, pas pour vos amis. Eux, ils sont supposés être là, peu importe ce que vous choisissez de faire. Alors évidemment, il y a des cas où vous allez peut-être devoir vous faire tirer par les pieds par quelqu'un parce que ça devient dangereux pour vous. Moi, j'ai déjà eu vent de pervers narcissiques qui ont poussé des jeunes filles au suicide. Et en vrai, moi, j'étais arrivée à un stade où j'étais pas loin de me pendre dans ma salle de bain. Et c'est terrible d'y avoir pensé. Je me rappelle avoir appelé à l'aide. J'étais tellement enfoncée dans mes pensées sombres que je ne voulais pas avoir, en fait. C'était terrible parce que, pareil, ne jamais avoir de jugement sur quelqu'un qui a déjà eu des pensées suicidaires parce qu'on peut se dire il est lâche.
C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est juste l'expression d'un désespoir qui est tellement extrême. Mais je vous assure qu'une personne suicidaire, elle a pas envie dans le fond de le faire. Mais juste, elle est envahie par ces pensées-là parce que c'est tellement dur à vivre ce qu'ils vivent que c'est la seule option qui a l'air de rendre la situation possible à vivre. Mais c'est terrible d'en arriver à penser à sauter la vie. Et moi, je me rappelle avoir eu ces pensées pendant un moment et ça me faisait paniquer parce que je me disais, mais il y avait une partie de moi qui était encore lucide et qui était en mode, mais comment quelqu'un peut te faire souffrir au point de penser que ta vie n'a pas de valeur alors qu'avant lui, ta vie, elle valait tout. Et je rêvais de tout. Et je me voyais faire ma musique et je me voyais heureuse dans l'avenir. Et comment un mec, il a pu arriver dans ma vie et me faire oublier qui j'étais, ce que je suis, ce que je représente, ma valeur, tout ce que j'apporte à ce monde. Comment est-ce qu'il a pu me faire oublier ça? Et du coup, j'étais toujours tiraillée entre ces deux-là. Et j'ai appelé une amie à l'aide. Littéralement, je me rappelle être sur le sol de ma salle de bain, en train de pleurer, de l'appeler et de lui dire j'ai besoin d'aide. Et j'ai été très courageuse ce jour-là pour en avoir parlé et ne pas rester seule avec ses pensées parce que c'est très dur. C'est très dur, c'est une démonstration de faiblesse qui est... Je sais pas s'il y a plus courageux que ça en fait. Et c'est pour ça encore une fois qu'avoir des gens qui vous jugent pas autour de vous, c'est trop important. Parce que avoir quelqu'un qu'on peut appeler quand on est en train de penser à sauter la vie et avoir quelqu'un en face qui te dit à quel point il t'aime et qui prend son train pour venir chez toi et te traîner dans la douche pour te laver, ça change tout en fait. Ça change tout. Même si sur l'instant c'est pas encore assez pour te faire voir ta valeur, ça change quand même tout. Donc voilà, on s'éloigne un petit peu du sujet de base et on va passer sur la dernière partie, c'est-à-dire reconnaître le cycle, les conséquences, l'hypersexualisation et guérir sa culpabilité dans un monde misogyne. Pourquoi je dis ça? C'est que, en général, après une relation où quelqu'un a été sous emprise, et je vais surtout parler des femmes ici, mais je parle aussi des hommes homosexuels ou d'hommes hétéros aussi qui vivent parfois. Moi, mon père, je sais qu'il a été sous l'emprise d'une perverse narcissique et c'est tout aussi terrible. Mais on a tous nos façons de réagir à l'emprise, aux abus, aux violences, etc. Et par exemple, quand on parle de violences sexuelles, il y a souvent deux écoles, un petit peu. Il y a ceux qui vont devenir presque asexués, qui vont faire un rejet total de la sexualité, de leur corps, de la nudité, de plein de choses. Attention, je fais deux cas un peu extrêmes, mais je sais qu'il y a des entre-deux et vous n'êtes pas obligé de vous ranger dans ces catégories-là. Et il y a la catégorie qui est plus comme moi, qui va s'hypersexualiser. Et j'adore le sujet de l'hypersexualisation au point où je sais qu'il faut que je fasse un podcast entier dédié à ça. Parce que là, on est à 40 minutes déjà de podcast et j'ai pas du tout envie de bâcler le sujet. Mais il y a donc dans ma tête, il y a eu ce truc, je vous ai dit, je pense que c'est au-delà des violences sexuelles, je pense que c'est la culpabilité qu'on m'a collée dessus et les étiquettes qui m'ont été collées au fur et à mesure, donc chaudasse, qui étaient associées à une agression sexuelle que j'avais vécue alors que j'étais vierge. Je sais pas si vous voyez pour le cerveau d'un enfant de 15 ans, se faire traiter de chaudasse alors que ça fait 15 ans que je n'ai jamais même eu l'idée de coucher avec quelqu'un. Donc comment vous expliquer que j'ai l'étiquette de chaudasse collée sur le front? Et je pense que c'est ça qui a fait vriller mon cerveau et qui a fait que j'ai fini par accepter l'étiquette et j'ai fini par ressembler à l'étiquette. Ou du moins à ma manière. Parce que c'est génial en vrai d'être hyper sexy, de s'habiller comme on veut. Ça s'est exprimé de façon très créative de mon côté.
Mais on vit dans une société misogyne où on va vous slut-shame encore plus. Plus vous allez ressembler à cette étiquette-là, plus on va vous slut-shame. Et à l'inverse, les filles qui font rien, trop prudes, nulles. Alors que c'est tellement normal après une agression sexuelle de peut-être plus du tout avoir envie d'être touchée. Et moi, je pense que j'avais ce truc de... Ça aussi, c'est un truc dont j'ai eu beaucoup de psychologues qui m'en ont parlé et j'ai lu un livre dessus. C'est quelqu'un qui a vécu un viol. L'une des conséquences qui est assez fréquente et plus que ce qu'on le pense, c'est fétichiser le viol après ça. Et moi, dans mon hypersexualisation, qui est passée par le fait de coucher avec beaucoup de partenaires différents, beaucoup sortir, m'habiller de façon très légère, si on résume grossièrement, c'était ça, ma réaction à moi. En plus de ça, c'était me mettre en danger, souvent. À 17 ans, coucher avec... quand je rompais avec mon copain, c'était coucher avec un mec de 35 ans alors que j'en avais que 17. Mais encore une fois, c'est me mettre le blame sur moi dans cette situation, c'est terrible parce qu'en fait, je vais vers un pédophile, pardon, parce que c'est pas normal pour lui d'accepter la situation non plus. Et je demandais à... J'avais des envies sexuelles qui étaient très proches d'agressions sexuelles, en fait, sans m'en rendre compte. Et en fait, pendant toute cette période, moi, je suis en train d'essayer de me convaincre parce qu'il n'y a que ça pour que mon cerveau il continue de fonctionner normalement et que moi, je puisse continuer d'avancer, c'est me convaincre que tout ça, c'est normal. Me convaincre que tout ça, c'est mon choix et me convaincre que de faire tout ça, c'est reprendre le pouvoir sur mon corps. En partie, oui. Mais il y avait une déconstruction que je n'avais pas encore faite et que j'ai faite aujourd'hui. Il y avait une déconstruction hyper dure à faire sur est-ce que j'ai vraiment profondément envie de tout ça ? Est-ce qu'à chaque fois que je couche avec un partenaire différent, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je me suis convaincue que être indépendante et être une femme forte, c'était faire tout ce que je voulais, mais bizarrement, c'était toujours juste profiter de ma sexualité comme je l'entendais, assouvir des désirs un petit peu spéciaux. Et en fait, avec du recul, et ça a été très spécial, mais la première fois où j'ai eu vraiment l'impression de faire l'amour, donc avec quelqu'un que j'aimais, je suis désolée de mes bruits de grenouille, c'est terrible, c'est le Red Bull. La première fois que j'ai eu vraiment l'impression de faire l'amour et de le faire donc avec quelqu'un que j'aimais et qui traitait mon corps comme un temple et qui me demandait ce que j'aimais et qui me demandait pendant si ça allait et qui vérifiait en permanence que mes désirs étaient comblés sexuellement, ça m'a fait... J'en suis tombée par terre, en fait. C'est parce que c'est dans ce moment-là que tu réalises que tout ce que tu as fait avant, ça avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans mon cœur ou mes désirs ou mes envies. Et donc c'était un moment très beau mais très triste à la fois parce que c'était la réalisation de cette fameuse conséquence de peut-être ce petit acte qui a eu lieu quand j'avais 15 ans. Et c'est le thème de ce podcast, c'est il y a une vie après, mais il y a surtout une vie pendant. Et la vie pendant, c'est le plus dur. C'est la période de déréalisation, la période de déni, la période d'autodéfense, la période de pilote automatique. Elle peut être vivable parce que on fait tout pour qu'elle le soit et l'humain est très fort à s'auto-convaincre. Et c'est assez impressionnant comment mon discours il y a 5 ans, il n'a rien à voir avec celui que j'ai aujourd'hui, mais pourtant, j'écouterais la moi d'il y a 5 ans, j'aurais été en mode « Ouais, vas-y, t'as raison. C'est ce dont t'as envie, fais-le. » Mais plus parce que ça me redonnait tellement de pouvoir à l'époque aussi, ça a été un moyen de guérir une certaine partie du problème. Mais la vraie guérison, qui ne sera jamais à 100%, parce que aujourd'hui, j'ai encore plein de choses qui peuvent me trigger, j'ai encore plein de traumas, et j'en aurai sûrement toute ma vie, et je panique quand quelqu'un crie sur moi.
Je panique quand quelqu'un me bouscule même pour rigoler. Je suis hyper sensible à la violence. Et il n'y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Je pense qu'il y a que des gens qui ont vécu des choses similaires à moi qui pourront peut-être me comprendre là-dessus, mais quand on a vécu des trucs aussi terribles, bah ça laisse des marques à vie. Mais il y a un moment dans ta vie, et je vous le souhaite à toutes, et j'espère que cette vidéo pourra permettre d'ouvrir de nouveaux angles que vous n'aviez peut-être pas vus jusqu'ici. Il y a 1000 façons de guérir, et parfois c'est important de passer par la colère, de passer par l'hypersexualisation. Même si on est dans un monde d'hommes misogynes qui vont vous dire que vous êtes une pute pour faire ça, faut pas les écouter parce que... C'est quoi par exemple ? C'est que moi, du coup, de mes 17 à mes 20 ans, je me suis hypersexualisée, j'ai couché avec tant de mecs, tant de nanas parce que j'avais besoin de retrouver du pouvoir sur mon corps, de récupérer du contrôle. Et aujourd'hui, qui suis dans une vie plus saine où peut-être que j'ai un mec et puis j'ai plus ces envies sexuelles et ces pulsions que j'avais de crier sur tous les toits que je suis sexy, regardez-moi, baisez-moi, c'est hyper important pour moi. Et donc du coup, maintenant que j'ai guéri, on va quand même m'associer à mon body count. C'est ça l'histoire. J'en peux plus moi de ces histoires de body count, je vous jure, ça me fait péter les plombs. Parce qu'en fait, les hommes, ils voient ça évidemment différemment, mais parce que pour moi, eux, c'est des animaux, donc c'est différent. Mais on sait pas ce qu'il y a derrière un body count. Et cette question, elle devrait même pas être posée parce qu'en fait, moi, si j'ai pas envie de compter les viols, si j'ai pas envie de compter les moments où je me suis forcée, si j'ai pas envie de compter les mecs un petit peu pédos qui se sont intéressés à une gamine de 17 ans, je les compte pas si j'ai pas envie. En fait, votre vie sexuelle, elle vous appartient à vous. Et s'il y a une partie de votre guérison qui traverse ce chemin-là de l'hypersexualisation, c'est ok. Le principal, c'est qu'à la fin de votre chemin, vous soyez heureux, bien avec vous. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens ils en pensent ? Et si vous êtes entouré de gens qui pensent pas du tout comme ça, je vous conseille fortement de changer d'entourage premièrement. Mais il existe des gens comme moi, comme vous, qui vont comprendre ce sujet et qui pourront parler de votre sexualité, de votre passé sans le faire passer pour une faiblesse, sans le faire passer comme quelque chose de lourd à porter. Parce qu'avoir un partenaire, et je l'ai eu, le mec de 35 ans, il me répétait en permanence que mon passé était lourd à porter pour lui. Comment tu peux me dire ça alors que c'est moi qui le porte depuis 20 ans, mon passé ? Comment tu peux me dire que c'est trop lourd pour tes épaules alors que c'est moi qui porte tout depuis tout ce temps ? C'est impossible d'entendre ça. Mais moi, je trouvais ça normal. Enfin, normal. Non. Mais sous emprise, je normalisais en tout cas. Il m'a assis un jour à un café. Ça allait pas du tout entre nous. Et il m'a dit, si tu veux pas que je te quitte, si tu veux pas que ça se termine entre nous, tu vas me faire la liste de toutes les personnes avec qui t'as couché. Et c'est terrible parce que très tôt dans la relation, je lui ai parlé des agressions sexuelles. Je lui ai parlé de mon hypersexualisation, des regrets que j'avais, de choses que j'aurais aimé ne pas faire, de choses qui étaient très difficiles à expliquer à un partenaire, mais je m'étais livrée et aujourd'hui, il utilisait ça comme arme contre moi ou comme moyen de chantage. Et le pire, c'est que je l'ai fait. J'ai fait la liste et il voulait des visages, alors j'ai sorti les Instagram. J'ai montré mon violeur, voilà. J'ai montré le mec qui m'a agressé. J'ai montré le mec de 35 ans avec qui j'ai couché quand j'avais 17 ans. Et lui, il était en mode ok. Impassible. Aucune émotion. Pendant que moi, j'avais l'impression de devoir me mettre toute nue en plein milieu du Stade de France pendant que tout le monde était silencieux et que le stade était plein. Ça me faisait ça comme sensation. Ça, c'est du slut shame à un niveau qui est trop élevé. Ça, c'est non. Personne a à vous demander la liste des gens avec qui vous avez couché. On est chez les fous. Vous dites non. Non, en quoi ça te regarde en fait ? Et je vais surtout vous dire pourquoi, c'est que il disait que c'était le seul truc que là je pouvais faire pour sauver notre relation. Il l'a utilisé contre moi à chaque fois. Dès qu'on arrive à une soirée, qu'il y avait un visage que je lui avais montré,
Sachant que, évidemment, j'ai eu beaucoup de rapports avec des gens de mon milieu parce que j'ai commencé très tôt dans l'influence. Donc, évidemment, c'est ça qui est dur, c'est que mon passé, moi, il m'a toujours été mis sous les yeux dans le sens où mes années un peu folles, où ça allait un peu dans tous les sens, c'est des gens qui sont toujours dans ce milieu et que je vais recroiser un mercredi matin, un événement blissime, quoi. Donc, évidemment que c'est délicat. Mais du coup, c'est peut-être tellement déjà un poids pour moi, avoir quelqu'un qui... Et je faisais rien, hein. On arrivait à un événement, on allait croiser quelqu'un avec qui j'avais peut-être flirté, ou une fois couché, ou une fois pécho en soirée. C'était la fin de la soirée pour nous. On allait passer une mauvaise soirée. Alors que je disais même pas bonjour, j'osais même plus dire bonjour. Une fois, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit bonjour au frère, qui était mon meilleur ami de l'époque, au frère d'un mec avec qui j'avais couché. Et je lui dis bonjour au loin, en secouant ma main comme ça. Même pas en lui faisant la bise ou quoi. Et il m'avait quitté ce soir-là à cause de ça. Mais de façon très dramatique, hein, évidemment. Jusqu'à ce que je pleure sur le carrelage de la salle de bain et que je sois en crise d'angoisse. Et quand on en avait reparlé, il m'avait dit ouais, mais si t'as couché avec son frère, c'est que vu qu'il se ressemble physiquement, c'est que t'es attiré par lui aussi. C'était tellement fatigant, les filles. Cette relation avec le mec de 35 ans, je vous jure, c'était la période la plus éreintante de toute ma vie, je crois. Parce que des petites histoires comme ça, là, je vous ai raconté plein d'anecdotes déjà dans le dernier épisode, mais des petites anecdotes comme ça, j'en ai une centaine, je crois. C'était tous les jours. Et c'était du slut shame permanent. Je devais avoir honte de mon passé, honte de qui j'étais, alors que c'était quelque chose qui était déjà tellement difficile à vivre en tant que moi, porter juste moi mes blessures, avoir quelqu'un qui te fait croire que tes blessures sont lourdes pour lui et qui en plus les alourdissent, je faisais 3 pas en arrière chaque jour, quoi. La guérison, elle avançait pas du tout. Donc je sais pas si la petite personne qui m'écoute, je ne sais pas à quelle étape tu en es dans ta vie. Mais j'espère que j'aurais pu déjà donner quelques outils, parce qu'en vrai, les outils les plus importants, c'est vos yeux, votre cœur, votre instinct. C'est ces choses-là qu'il faut absolument écouter. Et c'est aller à votre rythme. Et c'est ne pas vous juger. C'est ne pas laisser la culpabilité vous ronger, parce que vous allez jamais vivre librement. Et vous mettez pas avec des gens qui vous font culpabiliser encore plus. Moi, j'ai pas honte d'avoir eu beaucoup de partenaires sexuels. J'ai pas honte d'avoir fait des trucs un petit peu chelous. J'ai pas honte d'avoir été sous l'emprise de mecs. J'ai pas honte d'être restée quand on m'a tapé. J'ai pas honte d'être restée quand on m'a abusée. Parce que la honte, elle change de camp. C'est pas à nous d'avoir honte, c'est à eux d'avoir honte. Et moi, ça prouve juste, à la fin de la journée, que j'ai un cœur qui fonctionne, que j'ai de l'empathie qui fonctionne, et que le jour où je vais tomber sur la bonne personne, qui aura tout à m'offrir, et moi, j'aurai tout à lui offrir. Et on cherche des alliés dans la vie. On cherche pas des ennemis. Alors arrêtons de sortir et de donner de l'énergie à nos ennemis. Il y en a beaucoup sur Terre, je vous préviens. Donc évitons. Si on peut, évitons. Mais si vous êtes actuellement en couple avec un ennemi, appelez vos alliés. C'est nous, c'est les girls. Appelez vos alliés, on va s'en charger. Et écoutez mon podcast. Voilà. Et il était super ce podcast. Bon, vous me dites si l'épisode 4, on part sur l'hypersexualisation ou autre chose. Je vais faire une foire aux questions bientôt. Je pense que je ferai un épisode où je répondrai, où je lirai vos petites anecdotes à vous et je donnerai mes conseils. Je trouverai ça super cool. Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était un super épisode. Je vais appuyer sur le bouton. Normalement, ça a tout enregistré. On y croit.